Alors bien sûr, ce serait trop facile de vous parler des collaborations les plus célèbres, que ce soit avec Slash, Siedah Garrett ou Paul McCartney. Cette fois-ci, j'ai envie qu'on aille explorer ensemble les collaborations plus discrètes et je suis même persuadé que certains fans sont passés à côté. Des collaborations passant du rock au reggae, de l'écriture ou à la simple participation, cachant quelques pépites qui ne manqueront pas de vous plaire. Mais bien évidemment, si je dois vous parler en duo, je dois évidemment moi-même me mettre en scène en duo et cette fois-ci, je serai accompagné de mon ami Yann Merleved. Salut. Salut mon Yann. Ça va bien? Bah ça va et toi? Bon ouais, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis venu te voir pour qu'on déniche quelques pépites et puis qu'on puisse proposer un peu des participations, des collaborations de Michael Jackson hyper discrètes. Et j'avais envie que tout le monde les découvre. Eh ben d'accord, on fait ça. Je te propose donc de parler d'une première collaboration avec un artiste qui s'appelle Dave Mason. Dave Mason, tu dis? Dave Mason. Bouge-moi. J'ai. L'histoire de la rencontre artistique entre Dave Mason et Michael Jackson remonte en 1971 sur le plateau du show télévisé Diana. Lorsque l'enfant star et Diana Ross interprètent le titre Feeling Alright, composé par Mason alors qu'il n'avait que 19 ans. Mais leur véritable rencontre aura lieu le 18 janvier 1980, lorsque le chanteur reçoit pour la seconde fois la prestigieuse récompense du meilleur artiste masculin. Et la participation de Michael Jackson sur Save Me relève presque du hasard. Alors que les deux musiciens travaillent dans le même studio, Mason, désespérément à la recherche de choristes pour son titre, accepte volontiers l'aide de Michael, initialement sollicité pour un simple renfort musical. Mais ce qui devait être une participation mineure va prendre une toute autre dimension. C'est-à-dire que Michael Jackson y donne une couleur, une énergie, une force que personne ne peut faire à part lui. Parce qu'à la base, il est littéralement invité comme un simple choriste. Mais à l'écoute du morceau, on a presque l'impression qu'il prend le lead par moment, comme si Michael Jackson partageait réellement la scène avec Dave Mason. C'est subtil, mais c'est typiquement ce qui montre comment Michael est capable à lui tout seul de capter l'attention et qui va faire sa force durant des années. Le titre qui dégage une fraîcheur très positive repose sur une vraie alchimie entre les deux artistes. Le single sort durant l'été 80 et malgré cette énergie communicative, il ne rencontre qu'un succès d'estime en Amérique et passe relativement inaperçu en Europe. Et pourtant de vous à moi, c'est clairement une de mes collaborations préférées. Puisqu'on parle des participations de Michael Jackson, il y en a une qui est assez discrète, mais qui vaut le coup d'être écoutée. J'ai nommé Kenny Loggins. Kenny Loggins, artiste connu, pour ceux qui connaissent notamment le titre Footloose, et là-dessus, vous avez un titre avec Michael Jackson. Michael est à Los Angeles. Il croise énormément de monde, il travaille dans les studios, et à cette occasion, eh bien, il rencontre de plus en plus d'artistes. Ce qui fait que ça lui crée un petit réseau. Et dans ce réseau, notamment, il va apprendre, observer, par exemple, les Doobie Brothers, ce qui va lui donner de plus en plus d'expérience, et puis surtout, beaucoup d'amis. Parce qu'on a tendance toujours à penser que Michael va influencer ou influence énormément de monde. C'est vrai. Mais, à cette époque-là, c'est aussi quelqu'un qui absorbe, étudie, observe, apprend. C'est ce qui va donner ce mélange un peu rock, soul, funk, fusion. C'est exactement ce qui donnera plus tard Thriller. La collaboration entre les deux artistes va se concrétiser sur le morceau Who's Right Who's Wrong, issu de l'album Keep the Fire, sorti chez Columbia Records en 1980. Michael Jackson y participe aux harmonies vocales aux côtés de Richard Page. Mais encore une fois, on est dans une participation qui dépasse largement le background musical. Et d'ailleurs, Kenny Loggins le disait lui-même. En 2014, il revient sur cette collaboration et explique que Michael venait tout juste de terminer Off the Wall à ce moment-là. Lorsqu'il lui demande de participer au morceau, Michael accepte immédiatement. Loggins précise même qu'il ressentait chez lui une vraie envie de s'investir davantage et de ne pas juste faire le job. Kenny Loggins nous dit «
On sentait que Michael voulait en donner plus, voulait s'investir. Et là, Kenny Loggins reconnaît qu'il a peut-être un peu loupé le coche, qu'il n'a pas su exploiter tout le potentiel de Michael. Et ça, c'est hyper révélateur. Et puis ça montre aussi qu'à cette époque, même des artistes confirmés n'avaient pas encore capté le potentiel de Michael Jackson. On est sur une collaboration discrète, presque anecdotique dans sa carrière, mais qui en dit long sur la manière dont Michael s'intègre, influence et parfois même dépasse le cadre qu'on lui donne. Mais si l'implication de Michael Jackson sur certains titres donne presque lieu à un duo, d'autres se font tout de même un peu plus discrets, même si la musique reste une tuerie. Je parle évidemment de This Had to Be des Brothers Johnson. This Had to Be, Brothers Johnson. Ok, ce morceau, c'est vraiment la période Off the Wall. Et c'est très facile à comprendre. Les Brothers Johnson, c'est un peu les protégés d'un certain dénommé Quincy Jones. Je dirais même plus, c'est non seulement des protégés de Quincy Jones, mais surtout ce sont des musiciens qui sont sur un album qu'on connaît très bien, qui s'appelle en 1979 Off the Wall. On a sur cet album quasiment les mêmes musiciens, la même Dream Team que sur l'album Off the Wall. Donc pas de surprise, c'est tout simplement ce qui va arriver souvent à Michael, c'est que Quincy lui demande gentiment de participer sur des collabs avec les artistes qui gravitent dans le cercle de Quincy Jones. Et puis c'est un prêté pour un rendu, ils étaient sur Off the Wall, Michael sera donc sur This Had to Be, une pépite funk absolument à écouter, mais sur lequel il faut bien reconnaître, eh bien, Michael Jackson, il est plus que discret pour le coup sur le morceau. On est d'accord, mais quel tuerie. Cet album des Brothers Johnson est le dernier projet produit par Quincy Jones avec le duo. Et pour This Had to Be, on retrouve notamment Rod Temperton à l'écriture, qui envoie littéralement chaque piste vers quelque chose de très sophistiqué, très travaillé, mais toujours efficace. Michael Jackson vient lui aussi apporter sa contribution sur This Had to Be, mais encore une fois, on est sur une implication qui peut paraître discrète, mais qui ne l'est pas tant que ça, car officiellement, il participe à l'écriture et au chœur. Sauf que dans les faits, sa présence s'entend. Sa voix de tête notamment vient enrichir les harmonies et ajouter une vraie dimension supplémentaire au morceau. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, contrairement à d'autres collaborations où Michael prend presque le dessus, ici, il s'intègre totalement dans un collectif. Il cherche pas à dominer le morceau, mais plutôt à servir une vision globale, celle du groupe, celle de la production. Et pourtant, même dans cette retenue, tu sens que chaque intervention est maîtrisée et apporte quelque chose. On est sur une collaboration qui peut passer sous le radar, mais qui montre parfaitement une autre facette de Michael Jackson. Celle d'un artiste capable de s'effacer, mais sans jamais disparaître. Bon, avant de vous parler du prochain morceau, il faut quand même que je clarifie quelque chose. Ouais. Alors moi, les duos, j'adore ça. C'est même souvent là qu'on peut avoir des moments incroyables, des vraies rencontres artistiques, quand deux univers se répondent et se complètent. Mais là où j'ai un peu de mal, c'est le duo virtuel. Et Michael Jackson s'est aussi prêté à ce jeu-là avec Minnie Riperton. Un morceau reconstruit après coup où les artistes ne sont jamais vraiment retrouvés en studio et où tout repose sur un assemblage. Et avec I'm in Love Again, de Minnie Riperton, on est clairement dans ce cas de figure. I'm in love again. Il faut comprendre que la collaboration n'est pas réelle. Bon, Minnie Riperton, c'est une choriste connue, reconnue, notamment avec Stevie Wonder, qui l'a fait travailler, et tout va bien jusque-là. Sauf que, malheureusement, pour elle, en 1978, elle décède. Son mari décide alors de créer un album posthume pour lui rendre hommage. Très bonne idée, mais c'est là où justement vous allez comprendre que cette collaboration n'est pas réelle. It's the way that it should be.
L'idée est d'inviter des artistes à venir poser leur voix sur des enregistrements déjà existants, dont Michael Jackson. Sur I'm in Love Again, Michael vient donc enregistrer après coup sans avoir jamais partagé le studio avec Minnie Riperton. Parce qu'on n'est pas sur une vraie interaction, pas sur un échange artistique construit en direct, on est sur quelque chose de recomposé. Le projet est encadré par Quincy Jones avec une volonté de respecter au maximum les prises originales et ne pas dénaturer l'émotion. Et ça se ressent tout de même sur la manière dont Michael Jackson va aborder le morceau. Oui, ça se ressent parce que il est très en retenue, très respectueux, comme s'il venait s'intégrer dans quelque chose qui existe déjà, sans vouloir le transformer. Sa voix vient accompagner, soutenir, mais sans jamais prendre le dessus sur celle de Minnie Riperton, qui reste bien sûr le cœur du titre, avec ses capacités vocales impressionnantes, il faut bien le dire. Même si le résultat est propre, il manque forcément cette étincelle qu'on retrouve dans un vrai duo. Cette imprévisibilité, cette connexion directe entre deux artistes. Et là, on voit bien que Michael, à l'instar des autres participants, Roberta Flack, George Benson, il s'inscrit dans un projet qui est clairement encadré, clairement défini. Et il ne sort pas de ces limites-là. Mais quand on parle de duo, et pour le coup de vrai duo, on ne peut pas mettre de côté, évidemment, les collaborations avec la famille. Et si on ne va pas parler pour le coup ici des frères, on va par contre parler des sœurs. LaToya Jackson, un grand classique, j'ai nommé Nighttime Lover. Ce qui est intéressant avec cette collaboration, c'est qu'elle dépasse largement le simple cadre musical. Elle dit quelque chose de la place des femmes dans la famille Jackson. Parce qu'on le sait, pendant des années, la lumière est restée braquée sur les frères, le groupe, la carrière, l'exposition. Et les sœurs ont souvent été mises en retrait, en tout cas d'un point de vue artistique. Baby, save my soul tonight. I need your love. À la fin des années 70, LaToya Jackson voudrait lancer sa carrière. Et qui s'y oppose, comme de par hasard, Papa Joe Jackson. Michael va intervenir et va insister. Avec LaToya, il coécrit un titre initialement intitulé Fire is a Feeling, qu'ils avaient envisagé de proposer à Donna Summer sans que ça ne se fasse finalement. Le morceau va alors évoluer pour devenir Nighttime Lover. Et sur ce titre, Michael ne se contente pas de simplement l'écrire. Il va carrément participer au chœur. On est sur une production enregistrée au Hollywood Sound Studio à Los Angeles avec une équipe technique solide, un titre qui sort en 80 sur l'album donc LaToya Jackson sur Polydor Records. Mais au-delà des crédits, ce qui ressort vraiment, c'est l'intention. Michael est en pleine ascension après Off the Wall avec une aura qui ne cesse de grandir. Et pourtant, il choisit d'utiliser cette position pour soutenir sa sœur. Pas pour prendre la lumière, mais pour l'aider à exister artistiquement. Dans son autobiographie, LaToya Growing Up in a Jackson Family de 1991, LaToya évoque d'ailleurs le travail autour de la chanson, ainsi que certaines frustrations sur le rendu final, estimant que la version studio ne reflèterait pas totalement ce qui avait été créé à l'origine dans le cadre familial. Après la disparition de Michael, elle reviendra aussi sur les origines du morceau, expliquant qu'ils travaillaient ensemble de manière très spontanée, notamment dans sa chambre où ils ont commencé à écrire Nighttime Lover. Elle raconte même qu'elle pensait que Michael allait finir par chanter le titre lui-même en solo, ce qui est assez révélateur de l'implication que Michael avait mis dans le titre. Finalement, l'album comme le single passe relativement inaperçu. Même si LaToya défendra le morceau sur plusieurs plateaux télé, cette collaboration va prendre une autre dimension. Parce qu'elle montre un Michael Jackson qui ne cherche pas seulement à construire sa propre légende, mais aussi à ouvrir des portes pour les siens. Et quand on voit ce qui se passera plus tard avec sa sœur Janet... D'ailleurs, parlons-en de Janet. Mais oui, parlons-en. Alors évidemment, vous me dites Janet Jackson, Michael Jackson, vous pourriez penser uniquement à Scream. On va être un petit peu plus subtil et remonter largement dans le temps. Comme pour LaToya, Michael va s'impliquer directement. Sur Don't Stand Another Chance, il ne se contente pas d'être un simple observateur, il participe activement à la création du morceau. Écriture, production, chœur, il est présent à plusieurs niveaux, et ça s'entend.
Et le titre porte clairement une énergie de ce que Michael Jackson développait à cette époque. Un mélange de groove, de tension rythmique et d'efficacité pop. Mais là encore, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste le résultat musical, c'est l'intention derrière. Parce que contrairement à un artiste extérieur, Michael connaît parfaitement le contexte familial, les dynamiques, les difficultés à exister dans l'ombre du groupe et du patriarche. Et avec Janet, il va encore plus loin. Il ne fait pas que l'accompagner, il l'aide à structurer quelque chose et à poser des bases. Le morceau sort donc sur l'album Dream Street en 1984, à une période où Janet Jackson n'a pas encore trouvé son identité musicale. Et même si le titre ne va pas révolutionner sa carrière, c'est sans doute d'ailleurs un des albums les moins connus de sa discographie, c'est quand même un marqueur fort. À ce moment-là, elle est soutenue, elle est entourée, et elle commence à tracer une direction artistique, une vision qui lui permettra de devenir celle que l'on connaît. Mais quand on regarde la suite, difficile de ne pas voir ces collaborations comme des prémices, avant que Janet ne prenne totalement le contrôle de sa carrière avec des projets comme Control. Où cette fois, elle n'aura plus besoin qu'on lui ouvre la voie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Michael Jackson a aidé toutes ses sœurs. Donc on a parlé de LaToya, on a parlé de Janet, on va bien évidemment parler de Maureen alias Rebbie Jackson. Centipede, a portrait of a woman with true romance and beauty. Tonight, she will come back to show the world her special powers. Là encore, on retrouve exactement cette même logique. Celle d'un Michael Jackson qui, au sommet de son influence au milieu des années 80, choisit d'utiliser sa position. Alors même si Rebbie Jackson est sans nul doute une des sœurs Jackson qui est restée le plus en retrait artistiquement, cette fois-ci, elle arrive avec un opus, Centipede. Cette fois, son implication est beaucoup plus directe. Sur Centipede, Michael ne se contente pas d'accompagner, il écrit le morceau, le produit, et, bien sûr, participe au chœur. Et ça s'entend immédiatement. Le titre porte totalement sa signature, on est sur du 100% Michael Jackson. On est sur quelque chose de tendu, presque nerveux, avec une énergie sombre qui tranche avec beaucoup de productions pop de l'époque. Et surtout, c'est un vrai succès. Centipede devient le plus gros hit de Rebbie Jackson et reste aujourd'hui encore le titre le plus marquant de sa carrière. D'ailleurs, Michael Jackson retravaillera quelques années plus tard avec Rebbie Jackson et va proposer un titre que vous connaissez sûrement, Fly Away, que vous avez déjà entendu en version solo. Sur ce titre, Michael Jackson est également présent, notamment au chœur, mais l'approche change complètement. Là où Centipede impose une direction forte, presque écrasante, Fly Away est beaucoup plus léger et plus aérien. Et ça permet de mieux comprendre son rôle. Là, il adapte sa présence en fonction du morceau, parfois très marqué, presque dominant, mais aussi parfois plus discret, au service de l'ambiance. Et encore une fois, derrière tout ça, il y a une intention claire. Donner à sa sœur des morceaux forts, variés, et lui permettre bien entendu d'exister artistiquement avec une vraie crédibilité. Et au final, on voit bien ici que Michael Jackson se positionne en passeur. Il transmet quelque chose, il donne une chanson à sa sœur, et ça se sent. Bon alors je te propose qu'on sorte un petit peu du registre familial et qu'on aille s'intéresser à une collaboration avec son producteur emblématique, Quincy Jones. Ça ? Oui. Après avoir vu comment Michael s'investit auprès de sa famille, il faut bien comprendre qu'il fait exactement la même chose, mais à un autre niveau, avec des artistes déjà installés. On est dans une collaboration avec un architecte majeur de l'industrie musicale. Au début des années 80, Quincy Jones travaille sur son album The Dude, un projet qui va réunir une quantité impressionnante d'artistes. Et dans ce casting, Michael Jackson est bien évidemment présent. À ce moment-là, leur collaboration sur Off the Wall a déjà bien posé les bases. Et ils sont en train de construire quelque chose qui va bientôt exploser et devenir le légendaire Thriller. Donc Michael n'est plus juste un jeune artiste prometteur, il est déjà en train de devenir une pièce centrale dans la vision et le travail de Quincy.
Sur The Dude, Michael participe notamment au chœur, mais comme souvent avec lui, ce n'est jamais anodin. Parce que même dans un rôle secondaire, il apporte une précision, une énergie, une couleur vocale immédiatement reconnaissable. Et c'est là que ça devient intéressant à analyser. Ici, il s'intègre dans une machine beaucoup plus large. Un projet collectif pensé par Quincy Jones où chaque élément a une place très précise. Et Michael accepte complètement ça. Il ne cherche pas à dominer. Il comprend la vision globale, et c'est probablement ça qui fait la force de leur relation artistique. Parce que Quincy Jones sait exactement comment utiliser Michael, et Michael sait exactement quand s'effacer pour servir le projet. L'album The Dude, sorti en 81, rencontre un énorme succès critique et commercial, notamment dans les classements R&B, et va s'imposer comme un projet majeur de l'époque. Mais au-delà des chiffres, cette collaboration confirme surtout une chose. Michael est capable de s'insérer dans n'importe quel univers. Il est capable de s'adapter. Et ça confirme exactement comment il va devenir cette fameuse star dans tous les domaines. Bon allez, je te propose qu'on retourne en Alabama. Cette chanson va complètement casser l'image qu'on peut avoir de Michael Jackson à cette époque. Parce qu'on parle quand même d'un univers très éloigné du sien, la country. En 1980, le label Liberty Records prépare le premier greatest hit de Kenny Rogers avec l'idée d'ajouter quelques titres bonus, dont un nouveau single pour accompagner le projet. Cependant, il y a un problème, personne ne croit réellement au potentiel de ce morceau. Tu m'étonnes. Et pourtant, une décision va tout changer, faire appel à... Et non, c'est Lionel Richie. Fraîchement auréolé du succès de Lady, il est chargé d'écrire et produire un nouveau titre pour Kenny Rogers, et surtout pour renforcer la crédibilité du projet. D'autres artistes vont être invités à participer. Et parmi eux, un certain Michael Jackson. Et là, on est sur quelque chose d'assez fascinant. Parce que Michael, à ce moment-là, est en pleine transition entre Off the Wall et ce qui va devenir Thriller. Et pourtant, il accepte de venir poser des chœurs sur un morceau à dominante country. Le titre, Going Back to Alabama, est enregistré dans ce contexte avec une équipe solide réunie autour du projet. Et encore une fois, Michael ne cherche pas à transformer le morceau. Il s'adapte. Il veut apporter une chaleur vocale, une douceur qui vienne soutenir l'ambiance du titre sans jamais dénaturer son identité. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça montre une autre facette de Michael Jackson. Un artiste capable de sortir complètement de son univers sans jamais perdre sa justesse. Et même si cette collaboration reste méconnue, elle démontre la capacité de Michael Jackson à s'intégrer à des styles musicaux là où on ne l'attendait pas. D'ailleurs, ça s'illustre parfaitement sur le prochain titre que nous allons aborder, Carole Bayer Sager, Just Friend. I guess that's how it always starts out. Cette collaboration ne part pas du tout d'un plan établi. Et on n'est pas dans une stratégie ni dans un casting réfléchi à l'avance. On est presque sur une rencontre, une anecdote qui va se dérouler juste après l'enregistrement d'Off the Wall. Ah. I don't think that you and me can just be friends. L'histoire se déroule donc juste après l'enregistrement d'Off the Wall. À ce moment-là, Michael Jackson travaille avec Quincy Jones sur différents projets. Et c'est dans ce contexte qu'il croise Carole Bayer Sager, qui collabore alors avec Burt Bacharach. La rencontre se fait dans un steakhouse américain, le Dominick's. Un cadre assez simple, mais qui va déboucher sur une vraie connexion artistique. Carole Bayer Sager travaille à ce moment-là sur un album avec Burt Bacharach et Michael est invité à passer au studio Record Plant à Los Angeles. Et là, tout se fait très naturellement. Elle lui propose de participer à un morceau, Just Friends, et bien sûr Michael accepte. Il est gentil Michael. We could have love enough. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il s'intègre au processus. Dans son autobiographie, Carole Bayer Sager raconte qu'elle lui demande simplement « Est-ce que ça te dérange si je rajoute quelque chose à ton morceau ?» « Mais pas du tout !» À partir de là, ils commencent à échanger des idées, des lignes, des intentions, mais pas dans une logique de performance,
mais dans une vraie construction à deux. Just Friend est une ballade douce, très élégante, dans la pure tradition des compositions de Burt Bacharach, avec une approche beaucoup plus posée, presque feutrée. Et au milieu de ça, Michael ne cherche pas à imposer son style. Il s'adapte, encore une fois, complètement à cet univers. Sa voix vient se fondre dans l'ensemble avec une retenue, une pression, presque une délicatesse qu'on ne met pas toujours en avant chez lui. Parce qu'elle montre, encore une fois, que Michael Jackson est capable de sortir de ses codes artistiques habituels pour venir dans un univers qui lui est complètement étranger. I wish you'd understand. It's funny how when love has gone. Le titre sort sur l'album Sometimes Late at Night en 1981, et même s'il reste relativement discret dans sa discographie, il témoigne d'une autre facette de Michael, plus intime, plus nuancée, et quelque part, plus inattendue. Mais je pense que niveau collaboration, il y a encore plus inattendu, avec Joe King Carrasco. Oui, sûrement sa collaboration la plus improbable. C'est qu'elle est tellement improbable parce qu'on parle d'un univers dans lequel Michael Jackson n'a à la base mais absolument rien à faire. Le Tex-Mex, le rock'n'roll avec des influences reggae. Et pourtant, il va s'y retrouver. Sur Don't Let a Woman Make a Fool Out of You de Joe King Carrasco, Michael ne vient pas en tant que chanteur principal. Il pose uniquement sa voix sur les harmonies. Et encore une fois, le contexte est essentiel. On est en 1980, au studio Paramount à Los Angeles. Les Jackson sont à côté en train de travailler sur leur album Live. Et c'est dans ce cadre-là que la rencontre va se faire. Presque par hasard. Carrasco raconte qu'ils ont commencé à discuter, notamment de musique, de Bob Marley, du reggae, mais aussi des Jackson 5. Et très vite, une connexion se crée. Pas une collaboration calculée, mais une véritable rencontre entre musiciens. À un moment donné, Carrasco se retrouve bloqué sur les harmonies du morceau. Il demande alors à Michael s'il accepterait de venir chanter dessus. Réponse immédiate, oui. Et ce qui est dingue, c'est la manière dont ça se passe. Michael arrive, il écoute, et il enregistre directement. 4 ou 5 prises sur les couplets et les bridges, et le morceau était bouclé. Carrasco parle d'un Michael ultra professionnel, totalement à l'aise en studio avec une maîtrise complète de sa voix et du micro. Mais ce qui ressort surtout, c'est la simplicité de la démarche. Bravo Michael. Pas de stratégie, pas d'intérêt particulier, juste l'envie de faire de la musique. Et c'est peut-être ça le plus intéressant dans cette collaboration. Parce qu'on est sur un Michael Jackson en pleine ascension, mais qui accepte de participer à un morceau Tex-Mex New Wave avec un artiste beaucoup plus confidentiel. Le titre sort en 82 sur l'album Synapse Gap Mundo Total chez MCA Records. Et pourtant, les harmonies de Michael ne seront même pas utilisées dans la version finale. Mais c'était malade, c'est dingue. Carrasco lui-même expliquera plus tard qu'il pensait que le public pourrait croire qu'il cherchait à profiter du nom de Michael Jackson. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'invisibiliser Michael Jackson, il y a quand même une participation qui est ultra invisible, c'est celle avec Bill Wolfer. Ce qui est intéressant avec cette collaboration, c'est qu'elle montre un Michael Jackson très différent de l'image qu'on peut avoir de lui à cette époque. Pas la superstar inaccessible, mais plutôt le musicien, le pote, presque le collègue de studio. Ici, on parle de Bill Wolfer, encore une fois un proche de Stevie Wonder, qui va être un témoin privilégié de l'évolution artistique de Michael. Parce que Bill Wolfer, il est là à un moment clé. Il suit le Triumph Tour, il observe Michael en studio, il assiste à la création de morceaux majeurs, comme Wanna Be Startin' Something, Beat It ou encore Billie Jean, où il jouera un rôle majeur. Autant dire qu'il voit tout. Mais en 1980, il décide de lancer son projet solo avec l'album Wolf. Et dans ce contexte, il va faire appel à Michael. Pas dans une logique de prestige, juste parce qu'il sait ce qu'il peut apporter. Et bien entendu, Michael accepte. Aucune pression, aucun enjeu particulier, il vient simplement chanter, se fondre dans le groupe, faire le travail et prendre du plaisir. Sur Papa Was a Rolling Stone, la reprise d'un grand classique Motown, l'idée initiale était même de ne pas mettre Michael trop en avant. Et pour le coup, c'est plutôt réussi. Juste utiliser sa voix comme une couleur supplémentaire dans les chœurs. Mais pour des raisons contractuelles avec Motown, sa participation est volontairement discrète, presque cachée. Et ça donne une situation assez folle.
Les autres choristes ne savent même pas qu'il est là. Ils découvrent pendant l'enregistrement que Michael Jackson est en train de chanter avec eux. Et forcément, l'effet est garanti. Mais ce qui ressort surtout, c'est l'ambiance. Michael prend du plaisir, il est détendu, impliqué, sans jamais chercher à prendre la lumière. Et la session est tellement fluide qu'elle se prolonge sur un autre morceau, So Shy. Et en un rien de temps, l'enregistrement est bouclé, rapide, efficace, naturel. Et c'est exactement ça qui rend cette collaboration intéressante, parce qu'on est loin de grandes productions millimétrées. On est dans quelque chose de spontané, presque brut, et au final, ses participations restent très discrètes dans sa carrière. Mais elles montrent une chose essentielle, Michael Jackson, même au sommet, il reste un mec de studio qui a juste envie de faire de la musique. Et si on considérait qu'une pléiade d'artistes était comme Michael Jackson, de simples mecs de studio pour faire de la musique? Parlons maintenant de State of Independence. Ce qui est intéressant avec cette collaboration, c'est qu'elle marque presque une fin, autant qu'un début. Je replace le contexte. Nous sommes au début des années 81, Donna Summer est en pleine transition. La fameuse reine du disco vient de quitter sa maison de disques, Casablanca Records, pour rejoindre Geffen Records, avec une volonté claire, faire évoluer son son. Et pour ça, elle s'entoure des meilleurs. Et question meilleure, bien sûr on pense à Quincy Jones. Et quand on demande Quincy Jones, bien souvent, on a droit à Michael Jackson. Sur State of Independence, Michael ne vient pas en solo. Il fait partie d'un ensemble. Un chœur composé de plusieurs artistes majeurs réunis pour donner au morceau une dimension presque spirituelle et collective. Et c'est exactement ce qui fait la force du titre. On n'est pas sur une performance individuelle, on est sur une énergie globale. Une montée, une atmosphère, quelque chose de presque cérémonial dans l'interprétation. Et au milieu de tout ça, Michael s'intègre parfaitement. Pas pour briller seul, mais pour renforcer un tout. Et c'est là que cette collaboration prend une dimension un peu particulière. En effet, c'est la dernière collaboration entre Quincy Jones et Michael Jackson avant l'enregistrement du fameux album Thriller. Cette collaboration, souvent oubliée, agit presque comme un point de transition entre deux époques, entre un Michael encore en construction et celui qui va devenir l'icône absolue que l'on connaît. Alors il arrive parfois que Michael Jackson ne s'implique pas complètement de manière vocale sur un titre, mais simplement proposer une composition, une écriture et une production. Avec Jennifer Holliday, You're the One. Cette collaboration naît dans un contexte assez particulier. Nous sommes en 1983 et à ce moment-là, Michael Jackson est en plein tournage du clip Beat It. Mais en parallèle, il s'intéresse aussi à ce qui se passe du côté de Broadway. Et notamment à Jennifer Holliday, qui s'est fait remarquer dans la comédie musicale Dreamgirls, où elle tient le rôle d'Elfie White. Une voix impressionnante, puissante, habitée, presque écrasante. Et forcément, ça ne laisse pas Michael indifférent. Il découvre son talent et décide de lui proposer un titre, You're the One. Le titre est une ballade parfaitement équilibrée qui laisse toute la place aux variations vocales de Jennifer Holliday tout en conservant une vraie finesse dans la production. Et ce qui est assez marquant, c'est la reconnaissance derrière. Jennifer Holliday elle-même rend hommage à Michael dans les notes de son album en saluant son écriture et en le remerciant pour cette collaboration. Mais malgré tout ça, le morceau reste relativement discret. L'album Say You Love Me, sorti en 85 chez Geffen Records, ne bénéficie pas d'une énorme mise en avant et ne sortira même pas en CD à l'époque. Ce qui explique aussi pourquoi cette collaboration est aujourd'hui assez méconnue. Et au final, on est encore une fois sur un Michael Jackson qui agit en coulisses, pas pour briller, mais pour mettre en lumière quelqu'un d'autre. Et si on parlait maintenant d'influence ? Eh ben oui, parlons-en. Parmi eux, Ralph Trevant du groupe New Edition. Créé au début des années 80 par le producteur Maurice Starr, le groupe est pensé comme une sorte de réponse moderne au Jackson 5. Même structure, même dynamique, même objectif. Et rapidement, le parallèle devient évident. Avec des titres comme Candy Girl en 1983, le groupe rencontre un énorme succès, au point que le public et la presse commencent à les comparer directement à Michael Jackson. Bobby Brown quitte le groupe en 1984, et dans les années 90, les médias vont chercher à opposer certaines figures, notamment Bobby Brown et Michael Jackson. Un duel médiatique qui n'aura finalement pas vraiment lieu.
De son côté, Ralph Travers va également se lancer en solo et Michael Jackson va lui proposer un titre, All Right Now. I'll be all you'll ever need this time. Dans la même lignée, parlons d'une autre collaboration, celle avec Brian Loren. Non, pas celle des fameuses chansons des sessions studio de Dangerous, mais une collaboration plus discrète, celle de la chanson To Satisfy You. My only wish is to satisfy you. Une collaboration qui montre que même avec Michael Jackson, tout ne fonctionne pas forcément. Et ça, c'est important de le dire. Ici, on parle de Brian Loren, un musicien, producteur qui monte en puissance dans les années 80. Il travaille avec des artistes comme les Brothers Johnson, Barry White ou encore Shalamar, et finit par se rapprocher de l'univers Jackson, jusqu'à collaborer directement avec Michael Jackson. À la fin des années 80, Brian Loren propose plusieurs idées à Michael, notamment dans le cadre, on l'a dit, des premières sessions de travail autour de l'album Dangerous. Et parmi ces propositions, To Satisfy You. I wanna make this the best I can do. Un morceau que Michael enregistre en partie, notamment sur les chœurs, mais qui ne le convainc pas totalement. Et ça change tout. Parce que contrairement à d'autres collaborations où il s'adapte, il s'investit pleinement, ici il va pas jusqu'au bout. Le titre reste finalement à l'état de démo, et c'est Brian Loren qui va récupérer ses enregistrements pour les intégrer à sa propre version, sortie uniquement au Japon en 1992 sur l'album The Music from the New World chez Arista Records. To keep you happy with all my might. Mais cette chanson reste une véritable petite pièce de collection. Pourquoi ? Parce qu'on entend Michael Jackson, bien sûr. You want for nothing, both day and night. Le morceau avec son rythme régulier, ses sonorités riches et ses arrangements de cordes signés Claire Fischer propose une ambiance assez douce, presque sensuelle. Mais malgré ça, ça marche pas. Michael Jackson n'arrive pas à suffisamment accrocher pour faire de cette chanson un véritable tube. Parce que ça montre son exigence. Tout ne mérite pas d'aller jusqu'au bout. Même avec des bons éléments, une bonne base, s'il n'y a pas l'étincelle, il préfère laisser tomber. Mais finalement, cette collaboration avortée reste tout de même aussi intéressante que les autres. Parce qu'elle montre une facette essentielle de Michael Jackson, sa capacité à dire non. Donc même si Michael Jackson peut mettre de côté certaines chansons pour les laisser à ses producteurs, il n'hésite pas cependant à proposer ses propres compositions, notamment pour Teddy Riley et son groupe Blackstreet, je parle évidemment de Joy. She's giving me joy, joy, joy. Avec ce titre, on s'inscrit dans une continuité nette. Pas une rencontre à hasard, pas une expérience isolée. Quelque chose qui prolonge directement le travail de Michael Jackson avec Teddy Riley sur Dangerous. À cette époque, Teddy Riley est en train de poser les bases du New Jack Swing, un son qui mélange R&B, hip-hop et pop, et qui va marquer toute une génération. Et forcément, Michael est au cœur de cette évolution. Avec Joy, à l'origine, l'idée était simple. Créer un morceau dans la continuité des titres up-tempo envisagés pour Dangerous. Michael compose alors une mélodie qui épouse parfaitement les harmonies jazzy et légèrement sensuelles du morceau. Une ambiance très particulière, presque douce, mais avec une vraie chaleur émotionnelle. Mais le titre ne sera finalement pas retenu pour Dangerous. Le morceau va alors prendre une autre direction. Teddy Riley propose à Michael Jackson de reprendre le titre Joy pour un album de Blackstreet. Giving me joy, joy. I love the way she loves me. Michael Jackson accepte, mais dans un cadre bien précis. Il autorise l'utilisation du titre tout en conservant une présence très discrète. Sa participation se limite au chœur et à cause des contraintes contractuelles avec Sony Music, son nom n'apparaît même pas dans les crédits officiels. Et pourtant, il est bien là. Le morceau va finalement être interprété par Levi Little qui apporte une performance vocale solide avec un falsetto qui rappelle par moments certaines intentions de Michael. À l'origine, Joy est pensé comme une déclaration d'amour portée par une vision presque idéalisée. Mais dans sa version finale, le morceau prend une direction plus large, presque transgénérationnelle avec une lecture différente de l'amour, plus mature, plus apaisée. Et une fois de plus, on se retrouve dans une collaboration où Michael Jackson est présent sans être visible. Et c'est 10 ans plus tard que Michael Jackson va proposer sa dernière collaboration discrète avec un des membres des Bee Gees, Barry Gibb, avec le titre All in Your Name. So what is my life if I don't believe there is someone? Ce morceau, il est à part. Parce qu'on n'est pas sur une collaboration classique, on n'est même pas vraiment sur une sortie officielle au sens traditionnel. On est sur une trace d'une rencontre entre deux monstres sacrés de la pop, Barry Gibb et Michael Jackson. Les sessions ont lieu en décembre 2002 au Middle Ear Studio à Miami. Et dès le départ, il se passe quelque chose.
Les premières images diffusées en 2011 montrent Michael en studio, impliqué, concentré, presque habité par le morceau. Barry Gibb dira lui-même que c'était une de ses plus belles expériences en studio. Only God knows that it's all in the game. It's all in your name. Le titre All in Your Name prend forme dans cette ambiance très particulière, presque intime. Une chanson engagée, tournée vers les autres, fidèle aux thématiques que Michael développe déjà depuis des années. Mais voilà, le morceau ne sort pas. Enfin, pas tout de suite. It's all in your name. Look to heaven. En 2011, 2 ans après la disparition de Michael Jackson, Barry Gibb partage des extraits. Puis le 25 juin 2011, la version est finalisée et monétisée pour 1 € sur le site de Barry Gibb. Un geste fort, un hommage, une manière de boucler quelque chose, et peut-être même de favoriser ce genre de projet pour des artistes qui auraient des collaborations avec Michael. Et c'est ça qui rend cette collaboration si spéciale. Parce qu'au fond, All in Your Name, c'est pas juste une chanson, c'est un témoignage. Le témoignage d'un Michael Jackson toujours en quête de création, toujours dans le partage, même dans des projets qui ne verront jamais le jour de son vivant. Et quelque part, c'est peut-être la définition parfaite de ces collaborations méconnues. Des morceaux en marge, des apparitions discrètes, mais une influence toujours bien réelle. Donc bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de son statut de leader avec ses frères, Michael Jackson n'est clairement pas un artiste solo. Il a toujours eu ce besoin d'apporter quelque chose aux autres, que ce soit à travers une participation presque discrète, amicale, parfois même totalement altruiste. Ou au contraire, une implication beaucoup plus profonde, presque totale, comme on a pu le voir avec ses sœurs dans la construction même de certaines chansons. Dans tous les cas, Michael ne venait jamais juste poser une voix. Il venait enrichir, il venait élever, il venait laisser une empreinte. Et aujourd'hui, avec le recul, toutes ces collaborations parfois oubliées, parfois méconnues, prennent une autre dimension. Elles deviennent presque des artefacts du passé, des morceaux cachés, disséminés dans la carrière d'autres artistes, mais qui portent tous d'une manière ou d'une autre la signature de Michael Jackson. Et c'est ça qui est fascinant, parce que tu sois un nouveau fan, ou un fan de la première heure, il reste toujours des titres à découvrir. Comme si finalement, Michael Jackson avait laissé des fragments de lui-même aux 4 coins de l'univers musical. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Encore merci Yann d'avoir participé à ce projet. Nous on vous laisse. Ciao les amis. Ciao. Ça va, ça te dérange pas qu'on soit en train d'enregistrer? Pas du tout. Non, j'en ai rien à foutre en fait. Ouais. Fire is a feeling. Le quoi? Ça vient, je savais. C'est là ce comme titre. Ça vient, je savais. Ça vient. Chaque intervention, merde, je dis. Maîtriser, penser. Moteur. Faut que j'arrête de faire. Ça fait 3 fois que je le fais. Le mec sait pas quoi dire. On manque de moyens. Save us if you feel the funk. Reggae night. Ah merde, c'est pas sur celui-là. Ton texte, Jean. Ton texte. Je me souvenais plus que je l'avais faite. Et si. Et si. Eh oui. Je dois me boucher. Bon, je te propose maintenant qu'on sorte un petit peu du cadre familial et qu'on revienne à de plus... Ouais. D'accord. D'accord. Comme tu veux. Ça a l'air vachement bien, hein. Bon, j'aimerais bien reprendre. Bon, allez. Je te propose qu'on retourne en Alabama. Bouh. Oh, m'a fait peur, hein. Don't let a woman. Non, mais Alzheimer, ça commence comme ça, hein, c'est tout. Hein, tu disais? Je sais pas. Je vois pas, je comprends pas. Et pour ça, elle s'entoure des meilleurs. Et évidemment... Non, pas toi. Pas toi. Surtout pas toi. Surtout pas lui.